Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour 3 nouvelles histoires. Une première histoire d'amitié, je l'ai recueillie pour l'aider et elle a détruit ma vie, carrément. Une histoire d'abus de confiance, mon père m'a volé mon héritage, puis a voulu que je l'oublie. Et enfin une histoire de gâteau de mariage, on voulait mon talent, pas me respecter. Alors je vous propose qu'on fasse sonner le bol avant de commencer. Et ensuite, ce sera parti directement pour la première histoire. J'ai aidé mon amie à fuir une relation abusive et elle a détruit ma vie. Cette histoire a été postée il y a 1 an. Je n'ai changé le nom de personne ici, je n'essaie pas de me cacher. Je me suis tue pendant longtemps, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'essayais de préserver ma paix. J'ai accordé à quelqu'un que je considérais autrefois comme une amie le bénéfice du doute, encore et encore. Je lui ai ouvert ma maison, mon cœur et ma confiance. En retour, j'ai été méprisée, manipulée et présentée comme la méchante de l'histoire. Quand Chanda, j'aime beaucoup ce prénom, Chanda, c'est joli. Quand Chanda est entrée dans ma vie, elle était en difficulté. Elle m'a dit qu'elle venait juste d'échapper à une relation émotionnellement et financièrement abusive. Je ne connaissais pas le type, je ne savais que ce qu'elle me racontait. Je l'ai aidée à demander une ordonnance de protection et je l'ai invitée à vivre chez moi pour qu'elle puisse repartir de zéro. J'ai payé son loyer et ses charges, je l'ai soutenue émotionnellement et lui ai offert un espace pour guérir. Alors déjà, moi, il y a une première chose là qui m'étonne un peu, c'est en fait là, notre narratrice, à peine elle a rencontré cette Chanda, que tout de suite elle lui a ouvert sa maison, tout de suite elle lui a offert de payer son loyer, etc. Je trouve ça bizarre. je trouve ça louche. Peut-être que je suis beaucoup trop, je sais pas, aigrie. Je vis dans un monde beaucoup trop aigri, mais que quelqu'un que l'on aide à ce point, et que l'on se mouille à ce point pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, je trouve ça louche. Donc de la part de la narratrice, de se mouiller autant pour cette personne qu'elle vient à peine de rencontrer, elle l'a payé son loyer avec les charges, elle l'avait invitée à vivre chez elle alors qu'elle ne la connaît pas, je trouve ça louche. Ah, ça me... Ouais, bon. Je l'ai fait entrer dans mon monde comme si elle faisait partie de la famille. Mais les bonnes intentions ne valent plus rien quand quelqu'un en profite. Avec le temps, des schémas ont commencé à apparaître. Elle demandait de l'aide, puis se plaignait de la manière dont on la lui apportait. Elle me disait une chose en face et une autre dans mon dos. Elle franchissait sans arrêt les limites. Elle entrait dans des pièces privées. Elle utilisait les salles de bain des autres, laissait dans la machine à laver la litière sale de ses cochons d'Inde. Laissait dans la machine à laver la litière sale de ses cochons d'Inde. Mais c'est quoi cette dinguerie ? La litière, mais c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, Perk. Elle prétendait faire des tâches ménagères ou participer, alors qu'en réalité, il y avait des tickets de caisse et des images de vidéosurveillance qui prouvaient le contraire. Quand on la confrontait, elle se mettait à pleurer, détournait la conversation ou utilisait son traumatisme pour couper court à tout échange. Ça, c'est un truc qui m'énerve, ça. C'est typique des personnes qui se victimisent et qui utilisent leur position de victime pour manipuler les autres. Donc on est vraiment, ce sont pas souvent les personnes qui sont comme ça, parfois ce sont de vraies victimes qui ont réellement subi, mais très souvent ce sont des personnes qui vont utiliser ce statut-là de victime pour pouvoir en profiter et se déresponsabiliser. Donc en fait il y a énormément d'abuseurs qui se font passer pour des victimes parce que ça leur offre l'excuse toute faite pour se déresponsabiliser. Or, le fait d'être victime d'abus, ou d'avoir été victime de violence, victime d'abus, etc., n'enlève en rien ta responsabilité. Et ouais, ça c'est terrible, hein. T'es victime et en plus t'es responsable. T'es pas responsable des actes de l'autre. Par contre, tu es responsable de comment toi tu y réponds et de comment toi tu cherches à te protéger. Et très souvent, ça fait partie des choses qui permettent, je trouve, en tout cas, qui moi me permettent de reconnaître en fait une personne qui a des tendances toxiques ou abusives, c'est que justement, en fait, cette personne va utiliser sa position de victime pour se déresponsabiliser de tout et comme excuse
pour dire c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis victime. Ça, c'est un red flag, un gros red flag. Et puis c'est vraiment un indicateur, je trouve, très très fort. Quand on l'a confrontée, elle se mettait à pleurer, détournait la conversation, utilisait son traumatisme pour couper court à tout échange. Il était devenu impossible d'aborder quoi que ce soit sans que ça se transforme en crise. Elle disait du mal de tout le monde dans la maison, tout en faisant semblant d'être leur amie. Elle tordait les faits, racontait des versions différentes des événements à différentes personnes pour les garder de son côté. Elle vendait du contenu explicite dans le dos de son petit ami et s'en amusait. Elle mentait sur ses contributions financières, alors même que je lui accordais déjà plus de marge que quiconque ne l'aurait jamais fait. Et quand je suis arrivée à mon point de rupture, j'ai fait une erreur. J'ai fouillé dans son téléphone. Je sais que c'était mal, mais je n'en pouvais plus d'être prise pour une idiote. J'avais besoin de la vérité et je l'ai trouvée. On dirait quand même une personne qui ment de manière quasi pathologique. Là. Elle fait que mentir tout le temps. Elle est en permanence en train de raconter un saut de cloche à l'un pour finalement l'autre. Ça, c'est une personne typiquement qui fonctionne par manipulation, en fait. Et qui tout son mode de fonctionnement est basé sur du vent et sur ses mensonges. La goutte de trop, ça a été quand elle a monté ma petite sœur contre moi. Elle lui a révélé un secret dont elle n'avait pas du tout le contexte complet. Quelque chose que j'avais caché à ma sœur parce que je ne pensais pas que ça la regardait. J'admets avoir blessé ma sœur en lui mentant et en gardant ce secret. Mais ça, c'était entre elle et moi. Ouais, c'est le problème quand on a des secrets et quand on n'est pas clair avec notre entourage. C'est que du coup, après, c'est facile d'utiliser ces secrets contre nous, hein, quand quelqu'un d'autre est au courant. Depuis le début de cette histoire, et je me souviens, je me suis déjà fait la réflexion quand je l'ai lu, je vous le dirai, je rentrerai dans le détail plus tard, mais je trouve que la narratrice ne rentre pas assez dans le détail, elle est très vague. C'est très vague, tout ce qu'elle raconte. L'intervention de Chanda a détruit notre relation. Ma sœur ne m'adresse plus la parole et ça a provoqué un effet domino qui a blessé non seulement moi, mais aussi une autre relation proche dans sa vie à elle. Est-ce que c'est l'intervention de Chanda qui a détruit ta relation avec ta sœur ou est-ce que c'est ton mensonge qui a détruit ta relation avec ta sœur ? Il y a un côté, je trouve, dans la manière dont c'est raconté qui est louche. C'est louche. Elle rentre pas dans le détail, elle nous raconte pas exactement de quoi il retourne. Elle reste très très vague. Donc tout ça me laisse penser que la narratrice est peut-être pas toute blanche non plus, toute innocente. La narratrice est peut-être pas toute innocente non plus et elle a peut-être elle aussi un peu menti, un peu manipulé, un peu filouté. Ou en tout cas dans ce qu'elle nous raconte là, elle nous dit pas tout ou elle joue un peu avec certaines vérités, je pense. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Vers la fin, la situation a dépassé tout ce que je pouvais supporter. Le petit ami de Chanda m'a hurlé au visage, m'a menacé et m'a dit qu'il me mettrait les mains dessus. Il a envahi mon espace personnel pour m'intimider et j'ai sincèrement eu peur pour ma sécurité. Ça, par contre, c'est abusé. Mais pareil, elle raconte pas la dispute en question, elle raconte pas comment c'est parti, elle dit juste le petit ami de cette nana m'a agressé, mais elle raconte pas comment ça a démarré, le pourquoi du comment. Elle met pas de contexte. Voilà. Elle nous raconte une situation sans nous donner le contexte. Or, il est très important de toujours garder en tête que le contexte est extrêmement important dans une situation. A a mis une claque à B. Ok, A a mis une claque à B. Mais pourquoi A a mis une claque à B ? Quel est le contexte autour de ça ? Pour pouvoir juger et jauger d'une situation, c'est quand même extrêmement important. Donc, voilà. Et Chanda, qu'a-t-elle fait ? Elle est restée là en silence, ou elle a continué à faire des allers-retours pour ramasser ses affaires sans rien dire. Donc apparemment, l'altercation avec le petit ami de Chanda, ça s'est passé quand Chanda s'est barrée, au moment où elle a récupéré ses affaires. Ok. Elle ne m'a pas défendue, n'a rien fait pour calmer la situation et n'a même pas reconnu à quel point c'était grave. Elle m'a dit qu'elle déménageait et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti du soulagement.
Donc ça c'est pareil, c'est décrit de manière très vague. Elle ramassait ses affaires, elle lui a dit qu'elle déménageait au moment où elle ramassait ses affaires, mais si elle était déjà en train de ramasser et de plier toutes ses affaires, ça se voyait qu'elle était en train de se barrer. Enfin, quel est le rapport, quelle est la situation? C'est vague. C'était terminé. Elle m'avait fait plus de mal que n'importe qui d'autre avant elle. En fait, je ne remets pas en question forcément la duplicité et le côté hyper mensonger et hyper toxique de la Chanda en question. Ce que je dis, c'est que la manière dont c'est écrit me laisse penser que la narratrice est peut-être aussi un peu manipulatrice et fait aussi en sorte de tourner les faits et de tourner les événements et en tout cas de tourner sa narration à son avantage, quoi. Je ne partage pas ça par mesquinerie ni par vengeance. Je le partage parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Donc là c'est pareil, pour moi ça n'a pas de sens. Je ne le partage pas par mesquinerie ni par vengeance, ok, tu ressens le besoin de préciser, d'accord, pas de souci. Tu partages ça parce que tu ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Mais si tu veux plus rien avoir à faire avec cette personne, tourne la page en fait, mais reviens pas en mettre une couche sur Reddit, ça n'a pas de sens. En fait, si ton objectif c'est juste de plus rien avoir à faire, vous voyez, c'est pas très clair, quoi. C'est en fait, elle dit un truc, mais en fait, elle fait exactement l'inverse. Donc c'est quand même louche. Si vous avez un ami commun ou en contact avec elle, ne me donnez pas de nouvelles, ne transmettez aucun message, n'attendez pas de moi que j'accepte sa présence dans ma vie. Donc là, c'est pareil, en fait, ça n'a rien à faire là. Elle dit, je veux plus rien avoir à faire avec cette personne, mais elle écrit tout un post rien que pour raconter ça. Alors qu'elle ait besoin de vider son sac, je peux comprendre. Sauf que là, c'est pas ce qu'elle exprime. Elle dit pas qu'elle a besoin de vider son sac, elle a dit qu'elle a besoin de tourner la page. Et qu'elle écrit ça pour tourner la page. Parce qu'elle veut plus rien avoir à faire avec elle. Genre, elle a déjà tourné la page. Donc comme elle a déjà tourné la page, elle ressent besoin de passer 1 heure à écrire tout un texte sur cette personne. Et il y a un petit manque d'honnêteté là quand même, non? C'est pas très clair là tout ça. Si vous avez lu ça et que vous choisissez malgré tout de la croire elle plutôt que moi, alors je vous demande de me supprimer ou de me bloquer. Ok, elle ne mérite pas de me voir guérir, avancer ou réussir, pas après tout ce qu'elle m'a fait. C'est ma vérité, j'ai les preuves, les captures d'écran, toute l'histoire. Je suis restée silencieuse assez longtemps. Ouais, elle dit qu'elle raconte l'histoire, sauf qu'elle raconte pas vraiment l'histoire en fait. Elle raconte pas vraiment l'histoire. Elle reste très vague. Elle dit qu'elle a menti, mais elle dit pas précisément sur quoi elle a menti. C'est très... Et sur la fin, ne me parlez pas, si vous la croyez elle, supprimez-moi ou bloquez-moi, mais ça sort... Enfin, pour moi, il y a un manque de logique là, il y a un manque de cohérence. Je le trouve très intéressant ce texte parce que justement il montre ça, comment en fait on peut déceler aussi parfois un manque d'honnêteté, ou en tout cas un manque de clarté à travers la narration du narrateur. Là en l'occurrence je pense que c'est une narratrice, parce que justement la manière dont les phrases sont tournées montre en fait ce manque de cohérence. Bon, ça fait 10 fois que je le dis, peut-être arrêter de me répéter. Je sais que c'est un de mes défauts, je me répète beaucoup. Edith, juste pour clarifier quelques points. Je n'ai pas couché avec le petit ami de ma sœur, ni quoi que ce soit de ce genre. Tout s'est passé l'an dernier, vers fin septembre, début octobre. Je ne suis pas un paillasson. Je suis quelqu'un de bien, qui a traversé beaucoup de choses. Donc ça c'est bien, parce que dans l'Edith, déjà, la personne clarifie quand même plusieurs choses. Donc ça c'est bien. Et j'ai pris des mesures pour me protéger. Chanda ne remettra jamais les pieds ici. J'ai obtenu une interdiction d'entrer sur la propriété contre elle et contre son petit ami. Vu l'agression qu'elle nous a partagée, la narratrice, ça paraît logique. Vu son casier, il suffirait d'un seul faux pas pour qu'il retourne en prison. Donc ça nous apprend que le petit ami, il a un casier judiciaire, ok. Honnêtement, ce qui peut aller dans le sens que la personne elle a peur du coup, parce que s'il a déjà des faits de violence pour lesquels il a été condamné, bon ben ça peut montrer que c'est une personne qui peut perdre son sang-froid facilement
pas très rassurant quand même. Hein. Honnêtement, Chanda n'est pas capable de faire grand-chose seule. Elle a constamment besoin de s'accrocher à quelqu'un, exactement comme sa mère, qui a échoué avec ses enfants de toutes les façons possibles. Ok, donc là on nous parle de la mère qui sort de je sais pas d'où. Psychologiquement, il y a énormément de... Mais ça montrerait que la narratrice connaît la mère de Chanda, donc est-ce que les deux familles se connaissent? C'est quoi cette histoire en fait? Hein, de nouveau, c'est pas très clair. Psychologiquement, il y a énormément de dégâts chez elle, et ce que j'ai raconté ici ne fait qu'effleurer la surface de ce qu'elle m'a fait et de ce qui s'est passé entre nous. Quant à son ex-petit ami, je compte le contacter bientôt. Donc l'ex-petit ami, c'est le premier, celui que Chanda venait de quitter et qui avait été financièrement et psychologiquement abusif. Ok. Mais je pense souvent à lui. Donc en fait, elle l'a rencontré au moment où elle avait quitté cet homme. Mais la narratrice connaît le mec en question. Mais au début, elle dit qu'elle... Attendez, je remonte, parce qu'il me semble qu'au début, elle dit qu'elle ne le connaît pas, justement. Quand Chanda est entrée dans ma vie, elle avait des difficultés. Elle sortait d'une relation émotionnellement, financièrement abusive. Je ne connaissais pas le type. Je ne savais que ce qu'elle me racontait. Et là, maintenant, dans l'édit, elle nous dit... Quant à son ex-petit ami, je compte le contacter bientôt. Il ne m'apprécie pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent. C'est pas très clair. Allez, de nouveau, là, on a quand même un gros manque de clarté. On n'a pas suffisamment d'éléments de contexte. On n'a pas suffisamment d'énoncer des faits. En fait, elle nous énonce ses opinions. Elle nous énonce comment elle a vécu les choses. Mais elle nous raconte pas les faits. Ce qui fait qu'il n'y a pas la possibilité, en fait, de jauger. Hein, là, on est sur une histoire où, en fait, tout est dit et raconté de manière très subjective. Donc, en fait, on n'a pas la possibilité de jauger de ce qui est réel ou non dans ce qu'elle nous raconte. Et il y a quand même des incohérences qui peuvent amener à remettre en question quand même ce qu'elle nous raconte. Si elle me fait tout ça à moi, alors qu'elle m'appelait sa meilleure amie, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'elle lui a fait à lui aussi. Édite 2. Je sais que beaucoup disent qu'elle a un trouble de la personnalité borderline ou autre. Donc ça, apparemment, c'est ce qui ressort dans les commentaires. Moi, je ne vois pas dans ce qu'elle nous raconte, en fait, il n'y a absolument aucun moyen de pouvoir poser un diagnostic sur quoi que ce soit. Et le fait de mentir à tout le monde et de manipuler tout le monde, c'est pas du tout un des traits caractéristiques du trouble borderline. Donc, je sais pas d'où ça sort. Et c'est peut-être recevable comme opinion, mais ce ne sont pas des professionnels. Voilà. Et ils ne devraient pas diagnostiquer quelqu'un sur Internet. Exactement. Entièrement d'accord. Elle a ses problèmes, bien sûr. Tout le monde a des problèmes. Beaucoup de gens vont mal psychologiquement, mais ça n'excuse ni son comportement, ni la manière dont elle s'est comportée avec moi et avec les autres. Moi, je ne me balade pas avec une pancarte pour dire que je suis autiste, que j'ai un TDAH ou tout un tas d'autres troubles psy, afin qu'on me traite différemment ou avec des pincettes. Donc là, on en revient à cette histoire de victimisation. Le fait d'utiliser le fait d'avoir un trouble pour se déresponsabiliser de tout. Donc en fait, on va être soit une victime, on va dire « Ah oui, mais tu comprends, je suis autiste, alors du coup, je suis pas responsable. » Eh oui, mais non. Tu restes responsable de ta vie, tu restes responsable de ta manière de communiquer, tu restes responsable de ta manière de traiter les autres, en fait. Que tu aies un trouble psy ou pas. Et d'ailleurs, l'autisme n'est pas un trouble psy, au passage. Afin qu'on me traite différemment ou avec des pincettes. Le vrai problème chez elle, c'était son absence totale de communication. Elle ne communiquait jamais, et c'est ça qui m'a le plus mise hors de moi. Donc là, c'est pareil, il y a de nouveau une incohérence. Parce qu'elle dit qu'elle ne communiquait jamais, et bien au-dessus, elle nous raconte qu'elle mentait à tout le monde. Mais si elle mentait, c'est qu'elle communiquait. Donc c'est... difficile. Difficile pour moi. Pour moi, il est impossible de déterminer qui a tort et qui a raison dans cette histoire, parce que la manière dont c'est raconté n'est tout simplement pas assez factuelle. C'est trop subjectif. Voilà. Allez, un top commentaire que j'ai trouvé intéressant. Donc d'abord, il reprend un extrait. Quand Chanda est entrée dans ma vie, elle était en difficulté. Elle m'a dit qu'elle venait juste d'échapper à une relation émotionnellement et financièrement toxique. Je ne connaissais pas le type, je ne savais que ce qu'elle me racontait. Et le commentateur écrit « Oui, pour moi, c'est déjà un signal d'alarme. Les personnes qui ont réellement traversé ce genre de relation ont tendance à ne pas faire facilement confiance, ni à se livrer aussi vite à des inconnus.
En général, elles sont encore en train de gérer ce qu'elles viennent de vivre, et il n'est pas rare qu'elles ressentent de la honte ou un certain malaise à l'idée d'avoir été mises dans une position de victime. Le fait que tu ne le connaissais pas et que tu te sois appuyé uniquement sur sa version à elle, c'est un deuxième signal d'alarme. Je comprends le réflexe empathique, et il faut évidemment prendre les victimes au sérieux. Mais quand on en a vu suffisamment, on finit aussi par repérer certaines façons de réagir qui reviennent souvent. Bien sûr, chaque personne est différente, mais il existe quand même pas mal de points communs. L'absence apparente d'amis ou de proches prêts à l'aider, c'est... je ne sais même pas comment appeler ça. Un croisement entre un drapeau rouge, entre un red flag et un green flag peut-être ? Oui, les personnes violentes isolent souvent leur victime, donc ça peut arriver. Mais très souvent, il reste quand même un ami ou un membre de la famille prêt à accueillir la personne immédiatement si elle tend la main. Disons que, dans mon cas, ça m'aurait rendue plus méfiante. Tout ce que tu décris donne surtout l'impression d'une personne qui s'est fait larguer et qui s'est ensuite reconstruite en victime. Donc c'est ça, hein, c'est effectivement l'impression que ça donne de cette Chanda qui en fait se positionne en victime, soit suite à une relation abusive, soit parce qu'elle aurait des troubles psy, et qui utilise sa position de victime pour se déresponsabiliser de tout, et qui en fait ensuite va de mensonge en mensonge pour venir renforcer sa position de victime. Et puis c'est comme pour tout, quand on commence à mentir, en fait, on est obligé de continuer à mentir pour pas que nos mensonges s'écroulent comme un château de cartes. Voilà. Allez, histoire de se sortir tous ces mensonges de la tête, un petit coup de bol et on passe à l'histoire suivante. Suis-je le trou de balle de ne pas pardonner à mon père après qu'il m'ait volé mon héritage ? Cette histoire également a été postée il y a 1 an. On est en 1999. Ma mère meurt d'un cancer du foie. J'ai 25 ans. Je suis enfant unique, jeune, naïf et très crédule. 80% de la succession de ma mère devait me revenir, soit environ 16 000 $. Mais on n'est pas aux États-Unis. Mon père me dit qu'à cause de la dégradation de l'état mental de ma mère, il n'avait jamais eu le temps de modifier son testament, que cet argent aurait dû lui revenir à lui, et je me demande si je peux le lui reverser. J'accepte, parce qu'on est censé faire confiance à ses parents. 5 ans plus tard, après un bref mariage raté, il se trouve une gentille épouse russe. Et là, la dynamique change. Il se met à dire du mal de ma défunte mère à chaque barbecue ou presque. Et sa nouvelle femme devient la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. De mon côté, je déménage, je me marie et je fonde ma propre famille. On se parle au téléphone 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines, mais on ne se voit pas pendant des années. 8 ans pour être exact. C'est long, hein ? Lui et son épouse russe viennent me rendre visite 1 fois. Empruntent mon pick-up pour aller dans un grand parc national. Je leur ai prêté avec le plein de diesel. Ils me l'ont rendu vide avec le voyant allumé. Oui, donc ça montre en fait qu'ils pensent qu'à leur gueule, quoi. Ça montre qu'ils pensent qu'à eux, qu'ils pensent qu'à leur gueule, qu'ils n'ont aucune considération pour le narrateur. Ok. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que c'était un homme, mais c'est pas précisé. Donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Donc voilà. Donc le narratrice. En 2023, il a vendu sa maison et est parti vivre en Russie avec sa femme. Je ne sais pas s'il a investi l'argent de la maison sur place ou s'il l'a transféré en Russie, mais je soupçonne la deuxième option pour que sa femme y ait facilement accès, le jour où il ne sera plus en état de gérer quoi que ce soit. Ma femme, aujourd'hui décédée, tombe malade et meurt l'année dernière. J'envoie un message à tout le monde après son décès, avec le détail des funérailles et ce qui s'est passé. La réponse de mon père ? Oh, ça c'est une mauvaise nouvelle. Vous avez vu comment je fais bien la voix ? Oh, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ah oui, effectivement, plutôt mitigé comme réponse quand même. Après que son fils lui partage, enfin son enfant lui partage toutes les horreurs qu'il vient de vivre. Il ne prend même pas la peine de venir pour la cérémonie, ni quoi que ce soit.
Quelques semaines plus tard, il m'envoie un message pour me demander si elle a été incinérée ou enterrée. Genre, pardon ? Je sais ce qui est écrit. Genre, pardon ? Je parle alors à sa sœur, donc la tante de narratrice, une femme très instruite, docteur, avec plusieurs diplômes de droit, etc. Je vois pas ce que ça a à voir dans l'histoire, mais ok. On parle du décès de ma mère et des similitudes avec ce que moi j'ai vécu. Je mentionne l'héritage, et là, elle panique. C'est elle qui, en tant que... Ah, c'est parce qu'elle est juriste. C'est elle qui, en tant que juriste, avait aidé ma mère à préparer son testament à l'hôpital avant sa mort, justement parce qu'elle savait que mon père serait un sale type avec l'argent. Je confronte donc mon père au sujet de cet argent, 25 ans après qu'il me l'a extorqué. Il nie, puis essaie de prétendre que la somme représentait seulement 10% de ce qu'elle était réellement. Et à chaque mensonge, je ressors mes souvenirs, les faits et les éléments de preuve que j'ai. Finalement, je lui dis de ne plus jamais me contacter, et j'arrête de répondre à ses messages. Il essaye encore de m'écrire de temps en temps, mais c'est de plus en plus aléatoire. Apparemment, il semblerait qu'il soit au début d'une démence. Quelques mois plus tard, des membres éloignés de la famille nous contactent pour demander pourquoi je n'ai plus aucun contact avec mon père, parce qu'il les a appelés pour parler et qu'il a l'air seul. On soupçonne que sa femme le laisse seul à la maison, parce qu'avec la démence, il est devenu difficile à gérer et qu'elle ne veut pas s'en occuper. Ouais, donc la femme russe, finalement, elle est tout aussi égoïste que lui, quoi. Elle pense qu'à sa gueule, elle aussi. On leur explique ce qui s'est passé et ils comprennent. Avec le temps, sa sœur me demande maintenant... C'est marrant parce qu'il se réfère toujours à cette personne en disant sa sœur, pas ma tante. Hein. Sa sœur me demande maintenant de lui pardonner pour ce qu'il a fait, afin de libérer mon âme de ses chaînes, comme elle dit. Ma réponse a été une réplique de la série Billions. La haine est la source d'énergie la plus parfaite de la nature. Elle est inépuisable. Je n'ai aucune envie de lui pardonner. Mais suis-je le trou de balle de ne pas pardonner ? On est quand même face à un homme qui a été égoïste toute sa vie, qui n'a pensé qu'à sa tronche, qui n'a pas hésité à manipuler son propre fils pour lui piquer de l'argent, d'un héritage, qui ensuite a passé toute sa vie à ne faire les choses qu'en pensant à lui et à sa merveilleuse épouse russe, qui, elle, s'est montrée visiblement tout aussi égoïste. Des personnes comme ça, qui se retrouvent seules dans des maisons de retraite ou dans les EHPAD avec personne qui vienne les visiter, il y en a pléthore. Moi, je fais partie de ces gens qui estiment que le devoir filial n'est pas immuable. C'est-à-dire que en tant qu'enfant, on a le devoir de respecter, de prendre soin de nos parents et de nos aînés jusqu'à un certain point. En tout cas, c'est mon opinion. Là, on est vraiment sur de l'opinion. C'est-à-dire que c'est vraiment chacun voit midi à sa porte, et je sais que selon la culture dans laquelle on a grandi, les choses sont très différentes. Mon opinion, et en ce qui me concerne, ce devoir filial, on l'a jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que quand on est face à des personnes qui ne nous montrent que de l'indifférence, qui n'en ont visiblement rien à faire de nous, ou en tout cas qui nous font du tort, de manière volontaire et assumée, ce qui est le cas ici, hein. Je veux dire, clairement, il n'en a rien à faire de son fils, il ne se préoccupe pas de lui du tout, de son fils ou de sa fille d'ailleurs, parce que je pars du principe que c'est un homme, je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête, mais Yel et on ne sait pas. Mais quand on part pour moi, en fait, le père a tellement fait de tort à son enfant en l'ignorant, en lui extorquant de l'argent, que je trouve ça naturel, en fait, que l'enfant, au bout d'un moment, il coupe contact. Et en fait, c'est ce qu'il a fait, là. Il a coupé tout contact. Et tant pis pour le père, en fait. Il avait qu'à... On récolte ce qu'on sème, quoi. On récolte ce qu'on sème, tout simplement. Mais ça, c'est une opinion. Et je sais que ça dépend des cultures, ça varie. Je sais que dans certaines cultures, on doit prendre soin de nos parents
quelles que soient les circonstances. Et je trouve ça d'ailleurs souvent assez dommageable parce que du coup, le fait de devoir prendre soin de nos parents, même s'ils nous ont fait beaucoup de mal et beaucoup de tort, ça nous oblige à cautionner en fait des comportements qui sont parfois toxiques. Et donc en les cautionnant, on les fait perdurer, même involontairement. Donc je trouve ça plutôt sain en fait de la part de narratrice de chercher à se protéger en ayant coupé les ponts et en refusant de pardonner. Voilà ce que j'en pense. Allez, un petit coup de bol et on passe à la troisième et dernière histoire. Allez, on passe à la dernière histoire, qui est un petit peu plus légère que les deux précédentes. C'est une histoire de gâteau de mariage. Suis-je le trou de balle de ne pas avoir fait le gâteau de mariage de mon frère et de sa fiancée après qu'ils ont refusé de me payer ? Cette histoire a été postée il y a 3 ans. Moi, 25 ans, femme, j'adore faire de la pâtisserie. C'est une vraie passion pour moi, quelque chose que j'aime faire comme loisir sur mon temps libre. J'ai un compte Instagram que j'utilise pour montrer ce que je fais, principalement les gâteaux que je prépare et décore. Je fais ces gâteaux pour la famille et les amis à l'occasion des anniversaires ou d'événements particuliers comme Noël, Pâques, etc. Je ne fais jamais payer ces gâteaux, mais ma famille et mes amis me remercient toujours d'une manière ou d'une autre. En général, ils m'offrent de l'argent, une carte cadeau pour mes restaurants préférés, ou bien ils me cuisinent un plat en retour. Mon petit frère, 23 ans, et sa fiancée, 23 ans, préparaient leur mariage et m'ont demandé, plusieurs mois à l'avance, si je pouvais faire leur gâteau. Ça devait être la plus grosse commande que je n'ai jamais eue. Ils voulaient un gâteau à 3 étages pour un mariage de 75 personnes. Parfum Strawberry Shortcake. Donc parfum Strawberry, c'est fraise. Oui, c'est ça, c'est fraise. Parce que c'est leur préféré. J'ai d'abord hésité, puis j'ai accepté, à condition d'être rémunérée. Je leur ai expliqué que c'était de loin la plus grosse commande que j'ai jamais prise, que ça allait me demander énormément de temps et de travail, et que ça allait coûter cher en ingrédients. Je leur ai proposé un prix très raisonnable pour un gâteau de ce niveau. À la fin, elle met le prix qu'elle leur a fait payer, donc on fera une petite comparaison avec la moyenne. Ils ont accepté. J'ai aussi bien précisé que je voulais être payée avant le mariage. Je leur ai fourni plusieurs croquis du gâteau. J'ai fait un essai de gâteau pour qu'elles puissent le goûter. Attendez un instant, une petite erreur. Ils ont adoré et ont tout validé. Puis, on arrive à la semaine dernière, 6 jours avant le mariage. J'ai contacté mon frère pour qu'il me règle, parce que j'allais commencer à acheter le reste des ingrédients pour le gâteau, sauf les fraises, que je comptais acheter au dernier moment pour qu'elles soient fraîches. Il m'a assuré qu'il déposerait le chèque le lendemain. Le lendemain est arrivé, mon frère avait disparu de la circulation et aucun chèque n'est arrivé, donc j'ai essayé de le recontacter. Le jour suivant est arrivé, toujours pas de chèque. J'ai proposé de passer chez eux pour le récupérer moi-même, mais ils ont trouvé une excuse en disant que ça ne collait pas avec leurs horaires. Donc, la veille du mariage, j'ai recontacté à la fois mon frère et sa fiancée pour demander encore une fois. Là, ils m'ont explosé dessus en me disant que j'étais une sale égoïste de leur faire payer alors que je n'ai pas fait payer le reste de la famille, qu'ils refusaient de me payer mais qu'ils exigeaient quand même que je fasse le gâteau. J'ai répondu non et j'ai rappelé les conditions que j'avais fixées dès le départ. Je les trouve pas très malins. Ils sont pas très malins quand même, le frère et la fiancée là. C'est un peu stupide quand même. Bon, on comprend bien que dès le début que le frère et la fiancée n'ont jamais eu l'intention de payer ce gâteau. Hein. Clairement, ils ont menti et mené par le bout du nez la narratrice. Je peux comprendre qu'ils aient trouvé bizarre que la narratrice veuille les faire payer alors qu'elle n'a jamais fait payer personne d'autre. Mais dans ce cas, il faut le dire. Il faut le dire en fait au moment où on en parle, quoi.
essayer de trouver un autre accord, expliquer, voilà. Elle explique ses raisons, que c'est le gâteau le plus compliqué qu'elle ait fait, qui va lui demander beaucoup de temps, de faire des essais, des croquis, que ça va coûter beaucoup d'argent en ingrédients, pardon. Eux, ils auraient très bien pu rétorquer en disant bah ouais, mais t'as jamais fait payer personne de la famille, on a l'impression que tu nous fais un traitement particulier rien que pour nous est plutôt pas cool, donc est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Ça se discute des mois à l'avance. En fait, ils n'ont jamais eu l'intention de payer, ils ont toujours eu l'intention de la lui mettre à l'envers, et donc ils ont manipulé, trouvé des excuses jusqu'à la dernière minute. Et à la dernière minute, ces espèces de teubés là, au lieu de continuer à la manipuler, à la gaslighter en disant ah mais si, mais attends, mais machin, mais t'inquiète, mais oh là là, mais là, non, ces deux abrutis, ils lui explosent au visage, ils l'insultent de tous les noms, etc. En fait, ils se dévoilent, en fait, ils dévoilent leur intention d'escroquer juste avant la date fatidique, c'est-à-dire au moment où elle peut encore dire bah écoutez, vous savez quoi, allez vous faire voir, tant pis pour votre gâteau. C'est un peu stupide quand même comme réaction là. Le frère et la fiancée, ils sont pas très malins. Du coup, le jour de mariage, j'ai décidé de ne pas y aller. Et vu le niveau de manque de respect dont ils avaient fait preuve envers moi, et bien maintenant, mon frère, sa fiancée et la famille de celle-ci font exploser mon téléphone avec toutes sortes de messages ignobles. Ma famille essaie de rester en dehors de tout ça, mais pense quand même que je n'aurais pas dû leur faire un coup pareil. Suis-je le trou de balle de ne pas avoir fait le gâteau après qu'ils ont refusé de me payer? Pour info, je leur demandais 400$ et je me suis renseignée un peu. Les gâteaux de mariage, tout type confondu, aux États-Unis, c'est autour de 600$ en moyenne. Donc pour un petit gâteau de mariage, on va être autour de 400$, et pour un gros gâteau de mariage, ça peut vite monter à 900$ et même plus haut que ça encore. Donc sur un gâteau de mariage pour 75 personnes de 3 étages, on n'est pas sur un petit gâteau de mariage, quoi. Donc clairement, 400$, en fait, elle est en dessous des prix. Elle est clairement en dessous des prix. Je trouve ça assez marrant, quoi. Il lui explose à la figure en la traitant de tous les noms parce qu'elle veut leur faire payer, alors qu'ils ont donné des mois plus tôt leur accord pour payer. Donc clairement, ils essayent de l'escroquer. Du coup, elle, forcément, elle se défend en disant écoutez, puisque c'est comme ça, non seulement je vais pas venir au mariage, mais puis alors votre gâteau, vous pouvez vous asseoir dessus. Et là, elle se fait tomber dessus par toute la famille. Donc ça, c'est typique. Le frère et la fiancée, ils ont très clairement pas raconté l'histoire telle qu'elle était en réalité. Ils ont évidemment menti à tout le monde, parce que du coup, ils se sont retrouvés sans gâteau de mariage. Un peu ballot quand même. Dommage pour eux, quoi. Ils avaient qu'à pas jouer. Mais du coup, ils ont très clairement menti à tout le monde, et du coup, il y a tout le monde qui lui tombe dessus. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent, en fait. Ils ont essayé de l'escroquer à elle en lui mentant, en lui faisant croire qu'ils allaient la payer alors qu'ils n'ont jamais eu l'intention de la payer. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent à uniquement ce mensonge-là. Donc ça, c'est complètement logique. C'est tout à fait normal. Moi, ça me semble complètement aberrant. Ce genre de comportement, c'est des comportements... Je peux même pas comprendre, en fait, qu'on puisse se comporter de cette manière-là. Et ce qui est le plus étonnant souvent dans ces comportements-là, des personnes qui ont ces comportements-là, c'est qu'en fait, elles vont elles-mêmes se gaslighter elles-mêmes, en fait, pour retourner dans leur cervelle la situation, ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force de raconter l'histoire en la déformant, elles vont finir par s'auto-persuader qu'elles sont dans leur bon droit, alors même qu'au début, que dès le départ, leur intention c'était d'escroquer. Et en fait, tu peux avoir des personnes qui vont finir par être persuadées d'être dans leur bon droit, et donc qui vont raconter l'histoire partout autour, en montant tout le monde contre l'autre, alors que ce sont eux-mêmes qui ont fauté dans l'histoire. Mais ils vont tellement réussir à se persuader d'être dans leur bon droit qu'ils vont réussir à persuader tout le monde autour, et finalement la personne qui était lésée au départ va se retrouver encore plus lésée parce qu'en plus elle va avoir tout le monde dans son dos. Et très souvent en plus, le pire, c'est que assez régulièrement ça arrive, c'est que la personne qui est lésée
qui, elle, a au contraire le besoin d'être honnête, etc., en rétablissant la vérité, va prendre des pincettes, va chercher à être dans la compréhension, etc., ce qui va lui desservir dans la narration, dans le contrôle de la narration vis-à-vis du reste des familles, etc. C'est très nocif. Hein. On n'a pas de mise à jour pour cette histoire, mais moi, si j'avais un conseil à donner à la narratrice, c'est coupe les ponts. Coupe les ponts avec ton frère, coupe les ponts avec sa fiancée, maintenant femme. Donne ta version de l'histoire et coupe les ponts. Et donne ta version de l'histoire une fois, histoire de dire les choses, tu vois, qu'elles soient dites, que tu n'aies pas de regrets. Mais ne t'attends pas à ce que... Surtout qu'en plus, c'est ceux qui harcèlent, essentiellement, c'est la famille de la fiancée. Donc c'est des personnes que la narratrice ne connaît peut-être même pas directement, ou quoi. Mais on est dans une situation où, en fait, il n'y a pas de bonne solution. On est face à des personnes qui sont malhonnêtes et qui ont dès le départ la volonté d'être malhonnêtes. Qui peut-être en fait dès le départ ont trouvé ça injuste que la narratrice les fasse payer et qui plutôt que de le dire, de le partager et d'être honnête et clair, en fait on préférait rien dire et on fait semblant. Donc en fait on choisit d'être malhonnête. Ça veut pas dire que ce sont des personnes foncièrement malhonnêtes ou des escroqueurs de bas étage, mais ce que ça veut dire c'est qu'elles se sont probablement dès le départ senties, ont eu une impression d'injustice, qu'elle soit réelle ou non, c'est même pas la question à ce stade, même si pour moi ça peut être justifié, ont eu une impression d'injustice, et en fait on choisit, parce qu'elles ne veulent pas confronter, à ce moment-là, mais visiblement quand elles sont devant le mur la veille du mariage, là elles confrontent, là il n'y a plus de soucis. Mais voilà, par peur de la confrontation, parce qu'elles veulent pas donner l'impression d'être les mauvaises aussi. C'est souvent, il y a ça. Hein. On va être le gentil de l'histoire, donc on va choisir de pas dire les choses et de cacher les choses, et de rien dire, et puis comme ça nous évite de prendre le risque de passer pour le méchant de l'histoire, sauf que du coup, au bout du compte, ce qui se passe, c'est qu'ils passent encore plus pour les méchants de l'histoire, quoi. Donc, ouais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Un dernier petit coup de bol tibétain. Allez, un dernier petit coup de bol tibétain, et je vous laisserai avec ça.